Alors qu'on approche de la reprise après 2 semaines de trêve internationale, l'actualité de l'OM est rythmée par quelques infos mercato, avec notamment 2 jeunes joueurs suivis par la direction. On parlera aussi de l'avenir de Payet en vue de la saison prochaine, mais aussi de la situation de Milik et de Simon. À côté de ça, on évoquera aussi le litige qui oppose l'OM à Marcelo Bielsa et la situation d'Unai qui s'est blessé avec le Maroc. Comme d'habitude, petite question pour vous, faut-il garder Payet la saison prochaine ou alors doit-il se trouver une porte de sortie pour faire 1 ou 2 saisons comme titulaire dans un autre club avant de prendre sa retraite? J'attends vos avis en commentaire. On commence tout de suite par un focus sur le litige entre l'OM et Marcelo Bielsa qui a enfin révélé son épilogue après plusieurs années maintenant. Pour rappel, le coach argentin réclamait plus de 3 millions d'euros au club après son départ et son avocat avait expliqué que la direction de l'époque lui avait promis une augmentation de 25% pour sa 2e saison au club et n'avait finalement pas tenu sa promesse. L'affaire devait être à nouveau examinée par le Conseil des prud'hommes de Marseille, et si on en croit les infos de la Provence, les 2 parties ont trouvé un accord à l'amiable avant ça et dont le montant n'a pas filtré, mais apparemment ce serait bien inférieur aux 3 millions demandés par son avocat. Pablo Longoria aurait directement négocié avec Bielsa au téléphone, et les rapports étaient apparemment très cordiaux entre les 2 hommes. La Provence nous dit que la direction marseillaise a beaucoup apprécié l'honnêteté du coach argentin, et ça permet au litige de livrer enfin son épilogue après plusieurs années. Espérons que ce soit également le cas par rapport à la menace d'une interdiction de recrutement dans le litige avec Watford, mais on devrait avoir le fin mot de l'histoire au cours du mois de mai. Toujours au rang des infos hors mercato, Azzedine Ounahi est sorti sur blessure après 1 heure de jeu face au Brésil. Il avait d'ailleurs fait un excellent match et comme il l'expliquait lui-même en réaction d'après-match, il a joué avec un orteil fracturé, mais en étant totalement galvanisé par le public, il a joué sur sa blessure. L'équipe explique que si sa durée d'indisponibilité n'est pas encore connue actuellement, il devrait être immobilisé pendant plusieurs semaines. Un gros coup dur pour un joueur qui a dû se contenter d'un temps de jeu relativement faible depuis son arrivée, et qui avait impressionné Tudor à l'entraînement par son implication et ses progrès. D'ailleurs, il avait fait une très bonne entrée contre Reims juste avant la trêve, et pour le coup ça laissait présager un rôle plus important sur les prochains matchs, notamment au poste de milieu offensif aux côtés de Malinowski, par sa capacité à faire des différences balle au pied et à se montrer très impactant offensivement. Il avait un coup à jouer tout en sachant qu'Under lui ne compte pas ses efforts, mais par contre il pêche un peu par son manque de justesse technique et de lucidité sur les derniers matchs. Perdre Unai, c'est une solution en moins dans un sprint final où il aurait probablement eu du temps de jeu. Reste à voir pour combien de temps il sera éloigné des terrains, mais on espère qu'il reviendra très vite pour poursuivre sa montée en puissance. On enchaîne sur les infos mercato maintenant, en commençant par un point sur l'avenir de Simon Ngapandouet-Mbou, qui est cité comme un candidat au prêt à chaque mercato et qui finalement est toujours dans son rôle de gardien numéro 1 à l'heure actuelle. L'été dernier, il s'était blessé alors qu'il devait être prêté à Valenciennes pour engranger de l'expérience en Ligue 2. Même son de cloche cet hiver alors qu'il était sur le point d'être prêté à Pau, mais la direction l'aurait apparemment retenu d'après les infos de la Provence. Interrogé par le quotidien régional, son agent a expliqué que Simon se sentait progresser à l'OM et qu'il avait une très bonne relation avec John Pasqua, l'entraîneur des gardiens. Il explique qu'un point sera fait en fin de saison avec la direction et que 2 choix s'offrent à eux, un prêt pour qu'ils prennent de l'expérience ou un statut de doublure, mais a priori il ne veut pas partir comme numéro 3 pour une nouvelle saison et c'est plutôt logique. C'est vraiment essentiel qu'il ait un temps de jeu régulier parce que c'est un statut très particulier d'être 3ème gardien, il doit se tenir prêt en cas de blessure d'un des 2 gardiens et finalement il joue pas du tout avec les pros et à côté il joue aussi très rarement avec la N3. À côté de ça, il a été sélectionné pour la Coupe du Monde en devenant gardien numéro 2 en cours de compétition après le départ d'Onana. Il doit avoir un temps de jeu plus régulier pour espérer continuer à être sélectionné et avoir un statut plus important. Pour le moment, il est avec les U23 du Cameroun à sa demande d'après l'article de la Provence. L'objectif c'est d'enchaîner les minutes et il a déjà eu l'occasion d'en jouer 90 contre le Gabon. La direction va devoir trouver une solution parce que c'est un gardien qui a un très bon potentiel et qui a aussi une très bonne mentalité. L'été prochain, ça va être un moment charnière après avoir loupé 2 occasions de le prêter, faut pas louper la 3ème. J'ai quand même du mal à comprendre pourquoi l'OM l'aurait retenu cet hiver, mis à part si le Celta Vigo voulait vraiment faire revenir Ruben Blanco dès cet hiver et que la direction a voulu conserver Simon au cas où, et derrière peut-être que ça a mis fin aux discussions avec Pau. En tout cas, faudra trouver une solution dès le début du mercato d'été pour qu'il puisse poursuivre sa progression et revenir jouer un rôle plus important par la suite. On enchaîne
sur deux nouvelles pistes mercato, la première qui mène à Arda Güler, milieu de terrain qui compte déjà 37 matchs avec Fenerbahçe à seulement 18 ans, le plus souvent en entrant en jeu certes, mais il a récemment été titularisé contre le Betis en Europa League, contre le Dynamo Kiev aussi en étant buteur et passeur décisif pour une victoire 2-0 au retour. Jorge Jesus lui fait de plus en plus confiance sur les derniers matchs, et pour couronner le tout, il a fait ses débuts avec la Turquie en novembre dernier, et les prétendants sont très nombreux. Ça parlait du PSG pendant le mercato hivernal, il aurait aussi des prétendants en Espagne avec des intérêts du Barça, de l'Atlético, mais aussi du FC Séville. City le suit aussi et ça colle avec leur politique de jeunes et les clubs du City Group pour leur donner du temps de jeu. L'OM ferait aussi partie des clubs intéressés d'après les infos de la Gazzetta dello Sport, qui explique que la direction marseillaise le voit comme le profil parfait pour rajeunir l'équipe et le développer au sein de l'effectif. Apparemment l'OM voudrait conclure l'affaire autour de 15 millions d'euros, mais Fenerbahçe en demande plus. Il y a une grosse concurrence, mais ça ressemble au profil de joueur qui intéresse le tandem Longoria-Ribalta, jeune avec déjà quelques matchs en pro, une grosse marge de progression et qui est compatible avec le jeu vertical de Tudor et l'activité demandée par le coach. L'autre joueur ciblé, c'est Edward Spertian, toujours selon la Gazzetta dello Sport. Pour le présenter rapidement, c'est un milieu offensif de 22 ans, pur produit de l'académie de Krasnodar avec qui il avait brillé dans les équipes de jeunes et qui est titulaire chez les pros depuis l'été 2021. Cette saison, il compte jusqu'à présent 11 buts et 10 passes D, toutes compètes confondues, en portant d'ailleurs le brassard sur certains matchs. De très bonnes statistiques pour un joueur qui est présenté comme un joueur rapide, qui a de bons déplacements, qui est très à l'aise en termes de dribble et qui sait faire la différence, que ce soit à la dernière passe, mais aussi à la finition. Transfermarkt l'estime à 9 millions d'euros, mais son club le valorise a priori autour de 12. C'est aussi un profil qui pourrait coller à ce que Tudor veut mettre en place, mais là aussi il y a de la concurrence avec des intérêts du Milan, de la Fiorentina et du PSV Eindhoven. De son côté, il a exprimé son envie de découvrir une autre aventure, dans un championnat probablement mieux exposé, mais sans trop en dire pour le moment. En tout cas, la direction de l'OM ne serait pas insensible, à voir si ça ira plus loin, mais le profil est vraiment intéressant sur le papier. Concernant les départs maintenant, plusieurs médias s'accordaient à dire que la Juventus allait lever l'option d'achat de Milik autour du mois d'avril, apparemment parce que les deux parties voulaient poursuivre l'aventure. Il y a eu pas mal de rebondissements cette saison du côté de Turin avec le changement de la direction en pleine saison, et derrière il y a la blessure qui a éloigné Milik des terrains pendant quelques temps alors qu'il avait réalisé des débuts très réussis. Le Corriere dello Sport affirme ce mardi que Pablo Longoria s'est rendu à Turin le week-end dernier pour boucler définitivement son transfert, ce qui laisse supposer qu'on se rapproche aussi de l'épilogue de ce dossier, même si on imaginait déjà que le prêt déboucherait très probablement sur un transfert définitif. Toujours par rapport à la Juventus, Tuttosport précise qu'Igor Tudor reste la priorité du board turinois en cas de départ d'Allegri. Ils sont attentifs à ce qu'il réalise à Marseille et son profil les intéresse vraiment parce qu'il a déjà réalisé une très bonne saison avec l'Hellas Vérone l'année dernière, qu'il a déjà entraîné l'Udinese et qu'il a porté les couleurs de la Juventus pendant 9 saisons. On imagine que Tudor ne sera pas insensible à l'idée d'entraîner la Juve, d'autant plus qu'il était aussi l'adjoint de Pirlo il y a quelques temps là-bas. Je pense pas qu'un départ cet été soit à l'ordre du jour du côté de Tudor ou de la direction, mais ses performances vont attirer l'œil de prétendants qui pourraient tenter une approche. Concernant Allegri, sans la pénalité, la Juventus serait deuxième du championnat. Il a plutôt bien géré la crise dans un climat compliqué, mais si les résultats sportifs finissent par ne plus suivre, ça devrait coûter cher à la direction de s'en débarrasser, mais si c'est le cas, Tudor reste leur favori. On termine maintenant cet épisode par un focus sur l'avenir de Payet. Sa situation est compliquée cette saison parce qu'il était très important sous les ordres de Sampaoli, et depuis l'arrivée de Tudor, c'est quand même beaucoup plus compliqué. 22 matchs au total pour seulement 10 titularisations, 2 buts et 3 passes D. Son profil colle pas vraiment à ce que Tudor veut mettre en place, et quand il a eu l'occasion de jouer, ça n'a pas été vraiment flamboyant non plus, malgré son match contre Toulouse qui avait été intéressant. À un an de la fin de son contrat, et alors qu'on imagine qu'il aura encore moins de temps de jeu, la Provence explique qu'il ne compte pas partir, il se sent parfaitement épanoui malgré son nouveau statut, et surtout il s'imagine pas jouer ailleurs. Il devrait donc repartir sur une saison comme remplaçant avant peut-être de prendre sa retraite en juin 2024 et d'envisager une reconversion, même si comme on l'expliquait il y a quelques temps, Longoria voyait pas forcément une reconversion dans l'organigramme d'un très bon œil, sachant que ça n'a pas été décidé sous sa présidence, mais sous celle de Jacques-Henri Hérault. A voir si ça va se confirmer par la suite, mais en tout cas Payet ne semble pas vouloir prendre le même chemin que Mandanda pour s'offrir une ou deux saisons comme titulaire dans un autre club. Il accepte son nouveau statut et travaille pour être prêt quand il sera amené à jouer. Il est présenté comme très impliqué au quotidien et toujours important pour le groupe par son leadership.
De notre côté, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être de mieux en mieux référencé. N'oubliez pas aussi de vous abonner en activant la cloche si c'est pas déjà fait, pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé l'épisode jusqu'à la fin, écrivez paillettes dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.